En 1885 paraît Bel-Ami, le deuxième roman de Maupassant. Celui-ci raconte comment Georges Duroy, un jeune ouvrier parisien sans un sou, mais rempli d'ambition, arrive par l'intermédiaire de différentes femmes de la haute société, au rang d'homme respecté et possédant de grandes richesses. Tout au long de son roman, Maupassant nous fait vivre des moments de gaieté, par exemple lorsque Duroy, heureux de voir que son tout premier article, Les souvenirs d'un chasseur d'Afrique, avait été accepté et publié, eut soudainement l'envie de le montrer à tout le monde, tellement il en était fier. Il se mit à marcher sans penser, le journal à la main, le chapeau sur le côté, avec une envie d'arrêter les passants pour leur dire « achetez ça, il y a un article de moi !» Il aurait voulu pouvoir crier de tous ses poumons comme font certains hommes le soir sur les boulevards. Lisez La Vie française, lisez l'article de Georges Duroy, Les souvenirs d'un chasseur d'Afrique. Et tout à coup, il éprouva le désir de lire lui-même cet article, de le lire dans un endroit public, dans un café, bien en vue. Mais Maupassant nous fait aussi vivre des moments de peine ou même de souffrance. Par exemple, lorsqu'à la fin du roman, Madame de Marelle et Duroy se retrouvent dans leur petit appartement de la rue de Constantinople. Elle avait appris que Georges, son ex-amant, allait se marier avec Suzanne Walter. Il entra dans une colère noire quand elle lui parla de l'héritage du comte de Vaudrec, qu'il avait volé à son ex-femme Madeleine, ainsi qu'il aurait soi-disant couché avec Suzanne pour la forcer à l'épouser. Mais dans un élan de colère, alimenté par le fait qu'elle ne cessait de répéter qu'il n'était qu'un voleur et un vaurien, il lui jeta le souffleur de la cheminée au visage et la frappa. Elle se tut soudain et se mit à gémir sous les coups. Elle ne remuait plus. Elle avait caché sa figure dans l'angle du parquet de la muraille, et elle poussait des cris plaintifs. Il cessa de la battre et se redressa, puis il fit quelques pas par la pièce pour reprendre son sang-froid, et, une idée lui étant venue, il passa dans la chambre, emplit la cuvette d'eau froide et se trempa la tête dedans. Ensuite, il se lava les mains, et il revint voir ce qu'elle faisait en s'essuyant les doigts avec soin. Elle n'avait point bougé. Elle restait étendue par terre, pleurant doucement. Ces différents sentiments et émotions font partie intégrante de ce roman. Mais excepté l'ardeur qu'a Georges Duroy envers les richesses d'argent et de femmes qu'il convoite, les principaux sujets abordés sont le journalisme et la politique, qui d'ailleurs sont tous deux étroitement liés. Mais alors pourquoi peut-on dire que Bel-Ami est une dénonciation ou même une satire de ces deux milieux ? Pour commencer, Maupassant ayant vécu au cœur même du milieu politico-journalistique durant toute sa carrière d'écrivain, décrit avec réalisme la salle d'attente du siège de la rédaction de La Vie française. Duroy entra, monta un escalier luxueux et sale que toute la rue voyait, parvint dans une antichambre dont les deux garçons de bureau saluèrent son camarade, puis s'arrêta dans une sorte de salon d'attente, poussiéreux et fripé, tendu de faux velours d'un vert pisseux, criblé de taches et rongé par endroits, comme si des souris l'eussent grignoté. Ce réalisme est présent dans tout le roman. Ce n'est pas étonnant lorsque l'on sait que son mentor n'était autre que le grand Gustave Flaubert. Les milieux journalistiques et politiques sont le plus souvent complémentaires, mais même si l'un ne va pas sans l'autre, ils sont aussi parfois en promiscuité. Par exemple, quand il apprend que Madeleine, à ce moment son épouse, le trompe avec Laroche Mathieu, ministre des Affaires étrangères, Duroy écrit un article qu'il publie ensuite dans La Vie française. Cet article vise à réduire à néant la carrière du ministre. Ayant ruiné la carrière d'un politique réputé et divorcé de sa femme, Duroy comprend qu'il est intouchable. Si quelqu'un lui ment, si on lui manque de respect, si on l'attaque sans raison ou qu'on l'insulte, il n'a qu'à publier un article dénonçant ses indécences, ruinant par la même occasion la réputation de cette personne. Il se rend compte que son métier peut être bien plus puissant que ce qu'il pensait. Mais après toutes ces histoires de mensonges, de manipulations et de tromperies, Duroy n'a pas changé. Il reste toujours le mauvais garçon impitoyable et sans remords qu'il était au début du roman. Ce que démontre Maupassant dans Bel-Ami est que les hommes, dans la grande majorité des cas, ne changent pas. Comme on dit, mauvais un jour, mauvais toujours, et le personnage de Georges Duroy en est le parfait exemple. Le fait qu'il ait croisé Forestier dans cette rue, à ce moment précis, est un hasard total. Sans cela, il n'aurait jamais pu acquérir les richesses d'argent et de femmes qu'il a à la fin du roman. D'ailleurs, le choix de Maupassant d'écrire une fin ouverte pour Bel-Ami est sans nul doute pour que l'on puisse imaginer une suite. Il descendit avec lenteur les marches du haut perron, entre deux haies de spectateurs, mais il ne les voyait point. Sa pensée maintenant revenait en arrière, et devant ses yeux éblouis par l'éclatant soleil flottait l'image de Madame de Marelle, rajustant en face de la glace les petits cheveux frisés de ses tempes, toujours défaits au sortir du lit. Pour finir, si je devais imaginer une suite à ce roman, je ne souhaiterais en aucun cas que Georges Duroy continue à prospérer tel qu'on le voit à la fin du roman. Ce personnage arriviste qu'est Duroy me rebute, et je me suis plus attaché à des personnages comme Madeleine par son intelligence, Suzanne par sa gentillesse et son innocence, ou Norbert de Varenne par la fatalité de son esprit, à penser que la mort est la fin de tout et qu'elle n'arrive qu'au moment le plus triste de la vie, car on n'attend que cela. La vie est une côte, tant qu'on monte, on regarde le sommet, et on se sent heureux. Mais lorsqu'on arrive en haut, on aperçoit tout d'un coup la descente, et la fin qui est la mort. Ça va lentement quand on monte, mais ça va vite quand on descend.
À votre âge, on est joyeux, on espère tant de choses, qui n'arrivent jamais d'ailleurs. Au mien, on n'attend plus rien que la mort.